Université que beaucoup d'entre vous avez connue, ceux qui n'êtes plus les plus jeunes de l'assistance avaient connu la faculté de médecine. Nous étions dans les salons du doyen, maintenant les salons du président de l'université. Nous sommes dans des locaux historiques, parmi sans doute les plus beaux locaux universitaires de France avec Montpellier. Néanmoins, vous savez que ce bâtiment a été conçu comme étant l'école royale de chirurgie, l'Académie royale de chirurgie. Sa construction a été commandée par Louis XV et confiée à son architecte et inaugurée par le tout jeune roi Louis XVI et son frère, le comte d'Artois. Depuis, il y a eu quelques modifications, mais pas tant que cela, si bien que l'ensemble du bâtiment est un joyau certainement de cette époque. Vous avez dans ces salons également des œuvres d'art que vous pourrez admirer. Tout d'abord, il y a pas mal de médecins, je le sais ici. François Gigot de la Péronie, qui était le chirurgien, l'un des chirurgiens du roi Louis XV, et qui a voulu la création de l'Académie royale de chirurgie. Ici, Paria Saint-Trigaud, qui était le portraitiste attitré des rois, Louis XIV, Louis XV. Et ici, vous avez une superbe tapisserie des Gobelins qui représente la mort de Louis Éclat. Voilà. Maintenant, avant que de débuter la cérémonie à proprement parler, et pour bien marquer la solennité de l'instant, je vais laisser le piano à M. André Gorog, qui nous jouera la polonaise militaire de Frédéric Chopin. Mais ce n'est pas évidemment ce pourquoi je vais l'honorer aujourd'hui. L'on m'a demandé de vous indiquer en quoi ses mérites, son action, son œuvre le justifient totalement. Cela étant dit, quand une personne a des mérites tels que la République désire l'honorer par une décoration de cet ordre, il est clair qu'on ne peut rendre compte de cette activité, de cette action, que si l'on a précisé ce qu'était cette personne et ce qu'avait été son parcours. Je débuterai donc par donner quelques indications sur la personnalité d'Élisabeth Bordet et résumer son parcours, aussi bien hospitalier, universitaire et scientifique, surtout scientifique. Élisabeth est née d'un père qui était un industriel, un chef d'entreprise de la Franco-Wyoming Oil Company, et d'une mère, héroïne de guerre, médaille militaire, ayant droit à la reconnaissance de la France, ce qui est intéressant, car l'on voit d'emblée deux traits de son caractère. L'esprit entrepreneurial, une certaine propension au commandement, mais également la tonalité guerrière de pas mal de ses actions. Telle fille, telle mère, tel père. Elle fit de bonnes études dans un bel endroit, le collège Sainte-Marie à Neuilly-sur-Seine. Elle passa son bac également à un bel endroit, à Rome, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, ses parents s'y trouvaient. Elle fit ses études de médecine à la faculté Xavier Bichat et soutint sa thèse, déjà intéressée par, en tout cas, une certaine forme de l'hématologie,
en 1973. Là, elle va commencer sa carrière à cette université qui dépend de l'université Paris Diderot, aujourd'hui qui était Paris 7 à l'époque, Denis Diderot, Paris 7. Tout d'abord dans le laboratoire de Jacques Hakim, où elle est attachée en 73, en 74, elle est assistante, et puis elle sera en 87 maître de conférence MCU-PH. Ses premiers travaux scientifiques à cette époque, valant ses premières publications, touchent au globule blanc. Et il est intéressant de noter que cette étude concerne cet élément figuré du sang particulier, car son mari m'a indiqué qu'elle avait une peur naturelle du sang. Et d'ailleurs, elle n'a jamais étudié dans le sang ce qui était rouge, vous le verrez. Elle s'est focalisée sur ce qui n'était point trop riche en hémoglobine, pas du tout, même, si ce n'est les impuretés. Mais elle l'a plus blanc. Donc, dans le laboratoire de Jacques Hakim, elle dirige très rapidement le laboratoire de cytologie, c'est là son activité hospitalière, et elle mène des recherches avec Jacques Hakim sur les études de Jacques, qui concernent avant tout les mécanismes de la phagocytose, l'activation phagocytaire lors de l'englobement des particules ou des bactéries, et elle le fait aussi bien avec les méthodes que développe Jacques qu'avec son savoir-faire particulier de cytologiste. Elle commence à faire un premier voyage à l'étranger en 79-80, en Californie, à San Francisco, où elle continue d'étudier la phagocytose avec un aspect particulier, la 5' nucléotidase et son comportement lors de la phagocytose. À son retour, elle conserve son poste hospitalier, mais commence à se mettre en place ce qui sera une des caractéristiques de son exercice professionnel, c'est-à-dire une déconnexion totale et géographique en tout cas, entre son activité hospitalière et ses fonctions hospitalières et son activité de recherche. Elle prend un poste d'accueil à l'INSERM en 83, de 83 à 85, à Créteil, dans le laboratoire qui était dirigé à l'époque par notre collègue Jean Rosa. Et c'est là qu'elle rencontre une personne qui va jouer dans sa carrière un rôle absolument considérable et qui va réorienter sa recherche, qui est Janine Breton-Gorius. Janine Breton-Gorius, il se trouve, c'est tout à fait merveilleux. Elle est exactement, si vous voulez, encadrée d'autres femmes, comme un tableau, un chef-d'œuvre, qui est dans un cadre admirable. Donc, je la vois, et d'ailleurs, comme je l'ai toujours fait, je l'admire aujourd'hui. Chère Janine, hommage. Avec Janine Breton-Gorius, je vous l'ai dit, elle réoriente son travail, elle quitte la phagocytose, le granulocyte. Janine Breton-Gorius est déjà une figure extrêmement importante de l'étude ultrastructurale des éléments figurés du sang, en particulier des érythroblastes et des mégacaryocytes. C'est plutôt vers les plaquettes et les mégacaryocytes que s'orientera Elisabeth. Et elle commence à publier des travaux tout à fait importants dont je vous donnerai les grandes lignes tout à l'heure. Après 2 ans accueillis dans le laboratoire, elle repart pour un séjour à l'étranger dans ce cadre de recherche en Grande-Bretagne. Puis elle revient et pour la partie recherche, elle travaille dans cette équipe dont, en fait, si l'on peut dire, elle sera, après que vous ayez diminué vos activités, madame, votre successeur et l'animateur de cette équipe, c'est-à-dire que la microscopiste électronicienne ultrastructuraliste de cette grande école d'hématologie qu'est le laboratoire de Jean Rosa, qui deviendra le laboratoire de Paul-Henri Roméo en 1994, sera, avec la supervision encore bienveillante de Janine
Les choses se sont transformées également. D'abord, elle a évolué dans sa carrière. C'est en 87 donc qu'elle est nommée MCPH, avant elle était chef de travaux. Et en 89, elle quitte Xavier Bichat pour rester à Paris Diderot, mais pour aller à Lariboisière, faculté Saint-Louis Lariboisière, dans le laboratoire de Jacques Camp. Elle y restera ensuite avec le successeur de Jacques Camp, qui est Luc Drouet. Jusqu'en 2001, où elle est à la fois nommée professeur des universités, hélas, pas de l'université Paris-Descartes, mais de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, à Ambroise-Paré, et elle est chef de service d'hématologie, et elle est toujours chef de service d'hématologie à Ambroise-Paré. Mais sa recherche se poursuit en ce domaine jusqu'en 1996, date à laquelle Paul-Henri Roméo, donc le successeur de Jean Rosat, avec son équipe, vient à l'Institut Cochin. Ce n'était pas encore l'Institut Cochin, à vrai dire. Il vient prendre la succession de Ben Hari au 1e étage, le 6e, je crois, de Port-Royal. Et là, on voit arriver également Elisabeth, que je n'avais pas vue depuis un certain temps, mais que je connaissais depuis de longues années, puisque j'étais moi-même un des grands amis de Jacques Hakim, et je l'ai bien connue alors qu'elle était dans ce laboratoire, dans le service central, dans le service d'hématologie de l'hôpital Bichat. Elle vient en fait avec son équipe et avec le microscope électronique. Et donc, il y a une petite baisse de régime de la microscopie électronique à Créteil-Henri Mondor. En revanche, elle explose et elle fleurit ô combien à Cochin. C'est Elisabeth qui introduira, et qui dirigera d'ailleurs la plateforme de 2006-2008, qui introduira cette technique à Cochin, et elle est toujours co-directrice d'une équipe avec Isabelle Dusanter-Faure. Cette équipe est créée par jonction de deux thématiques focalisées sur cet élément figuré du sang que sont les plaquettes, les mégacaryocytes, une spécialiste de la cytogénétique, de l'ultrastructure, et par ailleurs une spécialiste des facteurs de transcription, de la différenciation qui intervient dans cette forme particulière d'hématopoïèse. Durant toute cette période, Elisabeth mène des recherches dans des directions variées, dont j'extrairai quelques points extrêmement forts, car je sais combien ils lui tiennent à cœur. Elle travaille sur l'ultrastructure au cours du développement du mégacaryocyte, de la plaquétogénèse, de la mégacaryocytogénèse, de la plaquétogénèse. Elle travaille beaucoup sur les... Ça, c'est l'école de Janine. Elle travaille beaucoup sur les anomalies au cours des différentes formes de dysérythropoïèse. Elle travaille également sur les anomalies ultrastructurales dans les phénomènes d'activation. Elle travaille sur une maladie de la coagulation particulière qui implique les plaquettes et les mégacaryocytes, qui est la maladie de Villebranche. Et elle se passionne particulièrement pour des anomalies génétiques du système, plusieurs. L'une d'entre elles, où elle réalise un travail magnifique, tout à fait novateur, qui est le syndrome des plaquettes grises. Un syndrome très singulier qui entraîne une myélofibrose d'origine plaquettaire, d'origine mégacaryocytaire. Sur plusieurs, en fait plus d'une dizaine d'années, les publications s'enchaîneront sur ce sujet dont je sais qu'il continue de lui tenir particulièrement à cœur. Ces travaux lui vaudront un grand prix de l'Académie des sciences en 1994, le prix Roy Boccoulou pour ses travaux sur les myélofibroses et en particulier les mécanismes autocrines intervenant dans la myélofibrose. Voilà donc en quelques mots ce qu'est la carrière universitaire, hospitalière, scientifique de Madame Elisabeth Bordet. Cette œuvre a été réalisée par une femme dont les caractéristiques importantes se manifestent aussi
par certains de ses goûts, de ses activités en dehors de son activité professionnelle, que je finirai de qualifier à la fin de cet exposé. Je vous ai dit qu'elle avait des ascendants de management et de guerrière. Et cela, au moins pour la combativité, pour la hardiesse, pour l'audace, elle le manifeste dans son amour de la pratique des sports. Le ski, la natation, par tout temps. Et semble-t-il, m'a-t-on dit, lorsqu'on lui en fait le reproche car les éléments sont déchaînés, sa réflexion est « mais je ne suis pas en sucre ». Elle est également une littéraire, grande lectrice. On m'a dit qu'elle aurait aimé, si elle ne s'était pas orientée vers la médecine, la biologie, mener une carrière littéraire. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, elle est une musicienne. Ce dont elle joue elle-même, son instrument, c'est sa voix, qu'elle a travaillée. Aujourd'hui, après avoir pris des cours de chant, elle fait partie d'une chorale, la chorale de l'UNESCO, avec des grandes représentations. Donc, l'on voit également, à travers ces goûts-là, cette énergie, ce courage, cette sensibilité. C'est ainsi que l'on peut définir les qualités grâce auxquelles elle a pu réaliser son œuvre scientifique. Élisabeth Bordet est une femme à qui rien ne fait peur, une femme qui ne lâche rien. Ayant été son patron, à un moment donné, vu que j'étais l'ancien directeur de l'Institut Cochin, je peux vous dire que réellement, elle ne lâche rien. Quand elle veut quelque chose, elle n'a de cesse que de continuer à agir tant qu'elle ne l'a pas, quelles que soient par ailleurs les réticences de ses supérieurs ou responsables. C'est d'ailleurs une stratégie d'une grande efficacité parce que habituellement, elle arrive à décrocher le morceau. C'est une femme également qui, son caractère artiste, sans doute, est bien en résonance avec cela, est profondément une femme d'échange et de contact. Elle n'hésite pas à collaborer avec la terre entière, la France, l'Europe, la terre entière, pour mener à bien un projet scientifique. Elle est d'une pugnacité, d'une ténacité, qui sont à la base de ce que la République m'a demandé de reconnaître et d'honorer aujourd'hui, c'est-à-dire le parcours, l'itinéraire d'une femme de grande qualité, un chercheur de talent, dont l'œuvre, en particulier en ce domaine que j'ai résumé, dont l'œuvre est totalement remarquable. Et maintenant, je vais vous demander, chère Elisabeth, de vous approcher. C'est la raison pour laquelle, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Ainsi que le maestro André Gorov, qui a bien voulu mettre son talent à l'honneur de cette cérémonie. Il jouera après les feux d'artifice de Claude Debussy qui contiennent une fine allusion à la Marseillaise. Il y a quelquefois d'admirables matins, et puis ce soir glorieux de notre ère démocrate, où devant vous je scande le bonheur qui m'étreint, quelques lustres après mon serment d'Hippocrate. Honneur de ma patrie, ô jour 100 fois béni, quand l'université, en ses salons privés, où tant de hauts succès ont été couronnés, reçoit son étudiante après qu'elle a gravi
lentement et sûrement les marches de la vie. Que d'émotions m'étreint, que de reconnaissance à la vue de mes maîtres en cette présidence. Axel, puisqu'en ce lieu où tu me fais l'extrême honneur et amitié, devant tous ceux que j'aime, tous ceux qui m'ont guidé, tous ceux qui m'ont aidé, de prononcer l'éloge de ces activités qui me valent aujourd'hui d'être récompensée, sois-en, du fond du cœur, 1000 fois remercié. Toi qui fais progresser toute l'humanité, en proposant pour elle l'ultime liberté, prouvant qu'un peu d'amour donné en fin de vie éradique chez l'homme l'idée d'euthanasie. Comme un phare allumé sur une mer étale, dessine les contours de mains récifs fatales, tes principes orientent les règles de l'éthique, contournant prudemment les pièges fatidiques. Messieurs les présidents de l'université, vous qui nous recevez dans cette magnitude, je vous adresse aussi ma vaste gratitude de nous offrir ainsi votre hospitalité. À Dominique Meyer, membre de l'Académie, scientifique réputé, remarquable chercheur, je dois à son estime d'avoir été choisi pour être chevalier de la Légion d'honneur. L'heure est venue aussi de saluer Janine, Madame Breton-Gordius, pour tous les moins intimes. En suivant son modèle exemplaire, j'ai compris la valeur didactique de la microscopie. Et petit à petit, son génie scientifique m'a initié, guidé, enseigné, converti, que l'or et les diamants n'ont jamais mieux servi qu'en déchiffrant le monde en mode électronique. Frappé de vocation dès l'âge de 15 ans, j'ai compris, mais trop tard, que voir couler le sang m'impressionnait si fort que le corps infirmier devait passer son temps à me réanimer. Je bifurquais alors et fis des autopsies. Je retrouvais la paix devant ces corps sans vie. J'ai même le souvenir de dissections épiques où l'équipe évoquait des mets gastronomiques. Pourtant, ici ce soir, c'est l'hématologie qui, par mon truchement, reçoit sa récompense. Immense champ d'études où la cytologie dévoile à ses adeptes d'infinies connaissances. Adieu, pâleur livide. Adieu, souffle haletant. Plus de cœurs en chamade, mais des vues assagies, immobiles et pénibles, et paisibles, immensément grandis, de notre sang calmé, filmé en noir et blanc. Vous compterai-je ici les longues observations, le huis clos protecteur de ce haut microscope, dont l'écran vert imprime nos rêves nyctalopes, où rien ne vient brider notre imagination. Cosmos cellulaire, dans son apesanteur, s'entrechoquent organelles, ligands et récepteurs. Fractales et poubérus entre elles s'articulent en rondes fonctionnelles d'atomes et molécules. Hommage soit rendu au professeur Jacques Camp, patron de l'Institut des vaisseaux et du sang, qui m'avait accueilli il y a plus de 20 ans dans son temple incubant tant de cerveaux brillants. À Josette et Jean-Marc, à qui je dois d'avoir maîtrisé la technique. Secouru, avant mélange dans les cornus, avait fait exploser. À tous mes étudiants, médecins et scientifiques, qui ont sagement suivi tous mes conseils pratiques et découvert l'histoire des mégacaryocytes qui, sans copulation, pondent des thrombocytes. À mes jeunes assistants et collaboratrices, qui savaient quand il faut, et sans esprit critique, redresser les errances de certains diagnostics et m'aider à tracer nos lignes directrices. Vous tous, mes chers enfants, qui êtes réunis, merci d'avoir souffert ma dure tyrannie, d'avoir su engranger le bon grain, sans livret, de mon immense fierté d'être aujourd'hui l'objet. Vous avez partagé mes années d'étudiante, plateau de Resto U ont nourri votre enfance, mais vous avez grandi plus que nos espérances, et toujours en montant, vous suivez votre pente. Vous,
les petits-enfants, avait manqué l'école pour me faire la joie d'écouter ces paroles. Merci pour le plaisir de votre compagnie qui partage l'honneur que me fait la patrie. À vous, mes chers amis qui m'avez entouré, comme à cet heureux soir avec fidélité, vous m'avez préservé de bien des mauvais pas, et grâce à votre appui, j'ai su marcher plus droit. À vous, mes chers parents, de là-haut, constatez que votre fille cadette n'a pas démérité. Elle a été formée dès sa petite enfance grâce à votre sagesse transmise à sa naissance. À Jacques, mon cher mari, je te dédie ce jour. Je salue ta patience, je salue ton amour, et je rends grâce au Dieu que la perfide Albion ait pu me faire cadeau de ce joli garçon. Que la chaude musique dont tu combles ma vie égrène en ce piano sa sublime harmonie, que tonnent dans ces salons les puissants décibels du sonore et vibrant canon de Pachelbel. Puis l'heure sera venue, l'heure moins académique, où nous lèverons nos verres. Vive la République! Que la vie en passant nous offre d'autres batailles, nous accrochant au cœur d'éclatantes médailles.